mon écran. Oui, parfaitement. Très bien, très bien. Donc, on attend encore quelques secondes et puis on va pouvoir démarrer. Très bien. Bien, bah, écoute Charles, voilà, je voulais te remercier de faire cette présentation qui reprend les éléments que tu as présentés lors du jury pour la candidature sur la chaire d'inférence causale ouverte dans l'unité. Donc, on a une présentation d'une quarantaine de minutes max, mais surtout un temps de discussion avec ceux qui le souhaitent après pour pouvoir échanger sur la façon dont tu prévois euh, organiser ta chaire au sein de notre unité. Je te remercie et donc c'est à toi et je me cache. Merci beaucoup. Euh, donc oui, comme Fabrice vient de dire, l'idée de cette présentation, c'est que je vous présente le projet de ma chaire intitulé Causal Inference in Public Health Using Large Observational Databases. Donc l'acronyme, c'est CIFOD. Et par contre, donc tout d'abord, je vais mentionner que je ne pense pas que je vais tenir 40 minutes. C'est plutôt entre 20 et 30 minutes. Et avant d'aller vers le projet, je vais m'introduire en quelques mots, car vous ne me connaissez pas encore. Et après, je vais passer au préliminaire. Puis, je vais rentrer dans le cœur du sujet. Et finalement, je vais vous dire comment la petite équipe de la chaire compte contribuer à la vie à l'IPLESP. Donc, avant d'obtenir la chaire, j'étais chercheur scientifique dans une boîte privée. J'étais membre de l'équipe Lab spécialisée en intelligence artificielle. Et dans cette équipe, je dirigeais tous les sujets liés à l'inférence causale. En parallèle, j'étais chercheur invité au laboratoire informatique de Grenoble et j'étais membre de l'Institut multidisciplinaire de l'intelligence artificielle. Pour vous donner une idée sur mon parcours, j'ai préparé un nuage de mots. Donc, j'ai un peu regroupé les titres de mes papiers, projets, rapports, etc. Et donc, j'ai obtenu celui-là. Donc, vous pouvez voir, il y a quelques termes liés à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique, mais les termes liés à l'inférence causale sont les termes qui sortent en plus. Mais surtout, vous pouvez remarquer ici qu'il n'y a aucun terme lié à la santé ni à l'épidémiologie. Donc, je vous dis très clairement que pour réussir mon projet, j'ai tout intérêt de collaborer avec vous. Euh, Très bien. Donc, je voulais juste donc, de bien mentionner ça. Et maintenant, j'attaque les préliminaires. Donc, une notion très importante dans l'inférence causale est celle du graphe causal, qui est considéré d'être acyclique et dirigé, et où les nœuds représentent les variables observées et les arcs représentent les relations causales. Par exemple, ici, Z cause X et Y, et X et Y cause W. Et pour lier les données ou la distribution au graphe, on suppose d'habitude la condition de Markov qui dit que chaque nœud est indépendant de ses non-descendants, sachant ses parents. Donc cela veut dire dans notre exemple que Z est nécessairement indépendant de W si je conditionne sur X et Y. Donc si je ne conditionne pas, peut-être on peut observer une corrélation entre eux. Mais une fois que je conditionne sur X et Y, ils deviennent indépendants. Une autre hypothèse que parfois on fait, elle n'est pas nécessaire, c'est qu'il n'y a pas de facteur de confusion caché. Donc, si je m'intéresse à X et Y, je suppose que Z est observé. Mais encore une fois, ce n'est pas une hypothèse qui est toujours nécessaire, mais elle simplifie le problème. Et dans un système dynamique, donc, où le temps est important, comme par exemple dans l'étude des cohortes, on peut représenter un graphe causal par un full-time causal graph où les nœuds sont liés à un indice de temps. Le graphe peut être infini et surtout les relations peuvent changer au cours du temps. Ce qui rend ce graphe-là non utilisable en pratique. Et donc d'habitude, on fait l'hypothèse de stationnarité qui implique que les relations ne changent pas au cours du temps. Et avec cette hypothèse, on peut représenter le full-time causal graph par un window causal graph, représenté ici et qui est fini. Mais malheureusement donc, dans plusieurs applications,
Ce graphe-là aussi ne peut pas être utilisé, tout simplement car parfois c'est difficile de le construire ou de le valider. Donc, même si un expert est capable de dire que Z cause X, par exemple, fumer cause le cancer, il n'est pas nécessairement capable de dire après combien de temps on va voir l'effet. Est-ce que c'est instantané? Donc, quand je dis instantané, par rapport aux données, donc par rapport à la récolte de la donnée, ou après une année, après un mois, on ne sait pas. Donc, parfois, on ne peut pas savoir. Et donc, dans ces cas-là, c'est très intéressant de travailler avec des abstractions qui, euh, qui contiennent moins d'informations. Et un exemple d'abstraction, c'est le summary causal graph, qui est représenté ici. Et puisque c'est une abstraction, il contient des cycles. Okay? Et il ne donne aucune information sur le temps. Mais aussi, donc, en plus de ces cycles qui sont un peu simplistes, on peut avoir des cycles plus compliqués. Par exemple, on peut avoir que X cause W, W cause Y, Y cause Z et Z cause X. Maintenant, une question qui se pose, pourquoi les summary causal graph peuvent être utiles dans l'épidémiologie? Ben, moi, je pense car ils sont plus accessibles, plus robustes. Donc, par robuste, je veux dire que même si l'hypothèse de stationnarité est partiellement non satisfaite, donc imaginons que Z cause toujours X, mais les délais changent au cours du temps, alors le summary causal graph reste correct, même si ces deux-là vont devenir incorrects. Et, et le summary causal graph est plus simple à comprendre, valider, et aussi pour la communication, c'est plus simple de l'utiliser. Et pourquoi les cycles sont intéressants? Tout simplement car dans le domaine de la santé, les cycles existent. Et voici un exemple. On sait que l'insuffisance rénale cause la tension artérielle, mais aussi on sait que la tension artérielle peut avoir un effet sur l'insuffisance rénale. Et voici un autre exemple plus complet d'un summary causal graph dans le domaine de la santé que j'ai réussi à obtenir d'un néphrologue au CHU de Grenoble. Et donc, ce summary causal graph peut aussi être utilisé dans l'étude de l'insuffisance rénale. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le but ici est que je vous montre qu'on a des cycles à plusieurs endroits. OK, donc maintenant je rentre dans le projet. Tout d'abord, je commence par une vue macro, et puis je vais rentrer dans le détail. Donc, le projet de la chaire est composé de 3 composantes interconnectées. La première composante, c'est la découverte de graphes causal. La deuxième, c'est la quantification de l'effet total et direct. Et la troisième, c'est la root cause analysis. Et dans les 3 composantes, on va utiliser des données temporelles, comme par exemple les cohortes. Et une notion centrale de chaque composante est la notion des abstractions de graphes. Dans cette présentation, je vais me focaliser sur les summary causal graph, mais si un jour, en discutant avec vous, je vais m'apercevoir qu'il y a une autre abstraction qui peut être plus utile pour vous, bah aussi, je vais travailler sur cette abstraction. Et bien sûr, dans chaque composante, il y aura des applications à l'épidémiologie. Et dans la première composante, on espère embaucher un postdoc et un stagiaire. Dans le deuxième, un doctorant et un stagiaire. Dans le troisième, un doctorant et un stagiaire. Et j'ai une bonne nouvelle. On a déjà réussi à trouver le stagiaire et le doctorant de la première composante. Ben, c'est la même personne qui va commencer en stage puis qui va continuer en thèse. Il s'appelle Simon Ferreira, que vous allez voir bientôt, dans un mois. OK, maintenant, pour la première composante. Le but de la découverte causale est de découvrir un graphe causal ou une partie d'un graphe causal à partir des données observationnelles. Et quand je dis découvrir un graphe, je veux dire on veut savoir si A cause B, qualitativement. Donc je ne parle pas de la quantification, je ne parle pas de découvrir la force entre A et B. Donc, je veux juste savoir si fumer cause le cancer. OK? Mais malheureusement, cela est impossible en général. Et on sait ça depuis plusieurs années. Mais plusieurs chercheurs ont montré que ça pourrait être possible si on ajoute des hypothèses supplémentaires. Donc là, je vais donner 2 exemples d'hypothèses supplémentaires qu'on peut ajouter pour permettre
aux algorithmes de découvrir un graphe causal. Donc, la première, elle s'appelle faithfulness, fidélité en français. Elle, elle implique que toutes les indépendances conditionnelles dans les données sont issues de la condition de Markov. Et la condition de Markov, on l'a vu tout à l'heure. La condition de Markov nous disait que chaque nœud est indépendant de ses non-descendants sachant ses parents. Donc, pour être plus clair, je donne ici un exemple qui ne satisfait pas faithfulness. Donc, imaginons ce graphe où donc, on a fumée cause exercice, fumée cause la santé, exercice cause la santé. Et imaginons on est dans un cas linéaire, le poids, donc le coefficient entre fumée et exercice est égal à A2, le coefficient ici est égal à A1 sur A2, le coefficient ici est égal à moins A11. Juste une question, vous voyez ma souris, n'est-ce pas? Pour être sûr. Oui, on voit ta souris. Très bien. Donc, oui. Donc, et si on accepte ce modèle, on va, on ne va pas pouvoir observer aucune corrélation entre fumée et santé. Pourquoi? Car ce chemin élimine ce chemin. Là, on a A2 fois A1 sur A2, ce qui donne A1. Et là, on a moins A1. Et donc, finalement, même si il existe une relation causale entre fumée et la santé, dans les données, on ne va pas les observer. Et donc, cette hypothèse de faithfulness nous permet d'éliminer ces cas-là, très particuliers. La deuxième hypothèse qu'on peut faire, c'est de supposer qu'on a un modèle linéaire avec du bruit non gaussien. Donc, voici un exemple qui ne satisfait pas l'hypothèse. Imaginons que fumer cause la santé d'une manière linéaire. Et là, j'ai une variable cachée qui cause la variable fumée et une autre variable cachée qui cause la santé. Et là, comme vous voyez par la figure, ces deux variables suivent une distribution gaussienne. Et donc, dans ce cas-là, puisque ces deux variables cachées qui sont transparentes ici, suivent une distribution gaussienne, alors on ne peut pas identifier le graphe. Donc on ne satisfait pas cette hypothèse. Donc, je ne vais pas donner plus d'hypothèses que ces deux-là, mais j'espère que ces deux sont suffisants pour que vous compreniez la limitation de la découverte causale. La limitation, c'est que les hypothèses sont très fortes. Et en plus, elles sont non testables à partir des données. Mais récemment, des chercheurs ont prouvé qu'on peut réduire ces hypothèses fortes si on fait de la découverte causale fédérée. Par fédérée, on veut dire on utilise des données, des bases de données différentes provenant des différents environnements. Et voici l'architecture la plus simple pour faire de la découverte causale fédérée. Imaginons qu'on a 3 hôpitaux. Donc, chaque hôpital a une base de données. On envoie toutes les données à un serveur central. Et dans ce serveur central, on exécute un algorithme de découverte causale qui va apprendre un graphe général. Même si cette architecture arrive à réduire les hypothèses, elle a une limitation. Et la limitation, c'est qu'on n'arrive pas à garantir la préservation de la confidentialité des patients. Une meilleure architecture sera la suivante. Donc, garder les données où elles sont dans les hôpitaux, exécuter dans chaque hôpital un mini-algorithme de découverte causale qui va apprendre un graphe spécialisé, et après envoyer ces graphes au serveur central. Et là-bas, il y a un algorithme qui va combiner ces différents graphes pour créer un graphe général. Cette architecture, elle est mieux que la première, mais elle a aussi des failles. C'était prouvé qu'en comparant, donc si quelqu'un vient sur le serveur central, il compare les différents graphes spécialisés, il pourrait déduire les profils des patients dans chaque hôpital. Et donc, ce n'est pas ce qu'on veut, surtout dans un contexte de RGPD. Et donc, ce qu'on veut faire dans cette composante, on veut essayer de résoudre ce problème sans envoyer les données et sans envoyer les graphes spécialisés au serveur central. Ce qu'on compte faire, c'est d'utiliser une notion de score. Mais je ne vais pas rentrer plus en détail ici. Et en plus, comme vous le savez, dans les hôpitaux, les données peuvent être gigantesques et ils peuvent contenir des données manquantes. Donc, le sujet de cette composante, c'est la découverte causale fédérée et privée à partir des grandes bases de données avec des valeurs manquantes.
En plus de ça, on veut faire de la découverte causale locale. Donc, qu'est-ce que je veux dire par local? Imaginons que je veux apprendre un graphe juste pour résoudre un problème qui est l'étude de l'effet de fumée sur la santé, ok, ou sur le cancer. Bah, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'apprendre le graphe qui représente toutes les relations entre toutes les variables dans la cohorte. Peut-être j'ai besoin que d'apprendre une partie de graphe. Donc, c'est ça, c'est pour cela on dit euh, découverte causale locale. Donc, c'est local par rapport à notre question. Et pourquoi cela est intéressant? Car la découverte causale locale permet aussi de réduire les hypothèses fortes. Donc, pour les applications, j'ai listé deux ici. Donc, je pense que ces travaux peuvent être utiles pour distinguer les facteurs corrélés et les facteurs qui causent la santé à partir du Health Data Hub. Et ils peuvent peut-être être utiles pour améliorer les RCT émulés. Donc, RCT, c'est essai randomisé contrôlé. Euh, j'ai- donc, je ne suis pas sûr que le deuxième point a un sens, mais je pense que ça sera intéressant de discuter avec vous pour savoir si ces travaux peuvent être utiles ici. Et bien sûr, si vous avez d'autres idées où ces travaux peuvent être utiles, je suis preneur. Maintenant, on saute à la deuxième composante, donc la quantification de l'effet causal. Ici, l'objectif, c'est de quantifier les effets causaux à partir d'un graphe causal et des données observationnelles, donc sans expérimentation. Il existe plusieurs types d'effets causaux. Donc là, je vais me concentrer sur deux. Le premier, c'est l'effet total. Donc, si on considère l'effet de x sur y, l'effet total, c'est l'effet qui est représenté par tous les chemins dirigés de x vers y. Donc, xy et xw, wy. Et je pense que c'est l'effet causal le plus utilisé euh, dans toutes les applications. Et, et le deuxième, c'est l'effet direct. C'est l'effet qui est représenté par l'arc xy. Et les étapes, les étapes utilisées pour quantifier l'effet causal sont les suivantes. Donc, tout d'abord, on pose la question. Donc, imaginons on s'intéresse à l'effet total de x sur y. Après, on passe à l'identification, ce qui veut dire de trouver l'ensemble de variables qui est suffisant pour éliminer tous les biais de facteurs de confusion. Et on appelle cet ensemble l'ensemble d'ajustement. Et une fois qu'on a cet ensemble d'ajustements, on le met dans un modèle statistique pour estimer l'effet causal. Je veux noter que parfois, les effets causaux sont non identifiables, donc ce qui veut dire qu'on n'est pas capable de trouver un ensemble qui élimine tous les biais. Et en plus, quand c'est identifiable, on peut avoir... Non, j'ai oublié de mentionner que la procédure de savoir si c'est identifiable ou pas, on l'appelle identifiabilité. Et dans le cas où c'est identifiable, on peut avoir plusieurs ensembles d'ajustements. Et chacun de ces ensembles d'ajustements est causalement correct, ce qui veut dire qu'il est non biaisé. Donc, on peut estimer l'effet causal sans biais en moyenne. Par contre, cela ne veut pas dire que les différents ensembles ont les mêmes propriétés statistiques. Prenons cet exemple et supposons qu'on s'intéresse à l'effet total de x sur y. Donc ici, on a 6 ensembles d'ajustements possibles qui sont représentés ici. Donc on a Z1, Z2, Z1, Z2, Z3, Z2, Z3, Z1, Z1, Z3 et Z2. OK? Et là, dans ces plots, donc je fais des plots sur le résidu de x sachant z et des résidus de y sachant z partout. Et on voit très bien qu'ils sont tous centrés au même point. Et ce point-là, c'est la valeur de l'effet causal réel. Donc, ils sont tous corrects. Il n'y a pas de biais. Mais on voit très clairement qu'on observe une différence entre les variances. Et on voit que cet exemple-là, je veux dire cet ensemble-là, Z2, Z3, il donne la variance la plus petite. Et on appelle cet ensemble-là l'ensemble optimal, car il donne la plus petite variance. Et donc, il permet de mieux estimer l'effet causal si on n'a pas beaucoup de données.
Euh, et, et du coup, quelque chose d'intéressant ici, c'est que cet ensemble optimal n'est pas nécessairement le plus petit ensemble. Car comme vous voyez, là, j'ai un ensemble donc, Z2 qui est plus petit, mais qui ne donne pas la plus petite variance. Et récemment, des chercheurs ont montré qu'on est capable d'identifier cet ensemble graphiquement. Maintenant, les limitations. Donc, tout d'abord, par rapport à l'identifiabilité, on a réussi à résoudre le problème euh, pour, donc, pour un summary causal graph, mais sans facteur de confusion caché. Donc, ça, c'est la limitation qu'on ne prend pas en compte les facteurs de confusion cachés. Et la limitation de l'ajustabilité optimale est que le problème a été résolu pour les graphes causaux, donc pour les DAG, mais jamais pour les abstractions. Et donc, dans cette composante, ce qu'on veut faire, c'est résoudre le problème de l'identifiabilité et l'ajustabilité optimale de l'effet total et direct à partir des summary causal graphs, en prenant en compte les facteurs de confusion cachés. Et donc, on va travailler sur des graphes qui ressemblent à ça. Donc, bien sûr, au lieu de Z2, X, Y, W, on aura des termes liés à la santé. Et donc ici, on peut voir qu'on a des cycles, mais aussi des variables cachées. Je pense qu'on peut avoir beaucoup d'applications pour cette composante. Là, j'ai listé quelques-unes. Par exemple, on peut utiliser ces travaux dans l'étude de l'effet de la santé mentale sur le COVID long en utilisant la cohorte Constance ou dans l'étude de l'effet du VIH sur la santé mentale en utilisant les données provenant de SNDS ou de la cohorte VIH. Et j'ai deux autres exemples ici. Je ne vais pas les, je veux dire, je vais pas lire, vous pouvez les voir. Euh, et encore une fois, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Maintenant, je passe à la troisième composante, la root cause analysis. Le but de la root cause analysis, c'est de détecter les root causes, donc les causes sources des problèmes dans un système. Et en espérant que si on intervient sur ces causes sources, les root causes, on sera capable d'éliminer d'un seul coup tous les problèmes dans le système. Donc, imaginons on a 4 séries temporelles et dans chaque série temporelle, on a des anomalies, donc en rouge ici. Et imaginons dans cet exemple, cette série temporelle est la root cause des autres. OK? Donc, la manière la plus classique pour détecter cette root cause est la suivante. Donc, tout d'abord, on utilise un algorithme de découverte causale pour découvrir un summary causal graph à partir des données anormales, donc seulement en utilisant les données en rouge. Et puis, on considère que les nœuds dans ce graphe qui n'a pas de parents est un root cause, sont des root causes. Les limitations de cette méthode, c'est que les algos de découverte causale prennent beaucoup de temps à exécuter. Ils sont computationnellement complexes. Et dans les applications de root cause, on veut trouver des solutions le plus vite possible. Et deuxièmement, les algorithmes de découverte causale ont besoin de beaucoup de données. Et normalement, on a rarement beaucoup de données anormales. Et donc, on a proposé le framework suivant, de découvrir un summary causal graph en utilisant un algorithme de découverte causale à partir des données normales. Et puisqu'on travaille sur les données normales, on peut prendre notre temps. On avance et collaborer avec un expert. Et donc, on aura plus de certitude sur le graphe. Et puis, une fois qu'une anomalie apparaisse, on va quantifier les effets causaux en utilisant le graphe, les anomalies, les données anormales et les données normales, et comparer ces effets causaux du régime normal au régime anormal pour inférer les root causes. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans ce framework, mais je vais lister les limitations. Donc, notre approche n'est pas capable de prendre en compte les root causes cachées. Donc, imaginons ici, cette série temporelle, elle est non observée. Dans ce cas-là, notre méthode ne marche pas. Elle n'est pas capable de détecter que c'est la root cause. Et en plus, elle n'est même pas capable de détecter que cette série temporelle est la root cause la plus lointaine relativement aux données que j'observe. En plus, comme on a vu dans la composante précédente,
les root causes ne sont pas toujours identifiables. Et notre approche, pour l'instant, elle n'est pas capable de prendre en compte les facteurs de confusion cachés et on n'est pas capable de détecter une root cause qui est un événement ou une concaténation d'événements. Donc, si la root cause est apparue juste dans un seul point, on n'est pas capable de la détecter. Et donc, dans cette composante, on propose d'adapter notre framework pour prendre en compte les root causes cachées, résoudre le problème des causes-effets non identifiables en utilisant les résultats de la première composante, notamment la découverte causale locale, et de prendre en compte les facteurs de confusion cachés en utilisant les résultats de la composante 2. En plus, on propose de développer un nouveau framework pour détecter les root causes qui sont des événements, une concaténation d'événements, et bien sûr, faire un lien entre les deux frameworks. Pour les applications, pour l'instant, j'ai en tête la médecine personnalisée. Donc, imaginons, on a un patient avec une greffe rénale qui a il a subi une période très stable pendant des années. Et tout d'un coup, on a observé des anomalies dans les tests sanguins, pendant les 2, 3 semaines précédentes. Euh, et donc, un néphrologue sera très intéressé de savoir est-ce que l'anomalie sur la créatine peut expliquer les autres anomalies ou il existe une autre anomalie qui explique l'anomalie de la créatine. S'il arrive à répondre à cette question, peut-être il aura plus de certitude de savoir si le problème vient des reins ou pas. Et je pense qu'on peut avoir un exemple similaire pour l'hépatite virale B. Et encore une fois, si vous avez d'autres idées, je suis preneur. Très bien. Donc, c'est tout pour le projet. Maintenant, comment la petite équipe de la chaire compte contribuer à la vie à l'IPLESP. Donc, tout d'abord, je compte organiser des réunions sur la causalité chaque mois à partir d'avril. Dans ces réunions, on peut discuter, je pense, de tout, donc de n'importe quoi lié à l'inférence causale, mais surtout sur les collaborations potentielles. Et à partir de septembre, donc, les membres de la chaire vont organiser un groupe de lecture chaque 2 semaines. Et chaque mois, et bien sûr, dans ces groupes de lecture, tout le monde est le bienvenu. Et chaque mois, les membres de la chaire vont dédier une journée où on va donc arrêter tout ce que nous sommes en train de faire et travailler sur un sujet précis et commun. Et j'espère que les sujets qu'on va travailler dessus seront définis lors de ces réunions de causalité. Donc, avec vous. Et chaque année, on va organiser un workshop sur l'inférence causale à l'école doctorale. On arrive vers la fin. Je vous remercie et je suis là si vous avez des questions. Merci. Merci Charles. Les questions sont ouvertes, donc soit sur le chat, Oui. soit si vous avez des questions de vive voix, n'hésitez pas à prendre la parole cette fois-ci. Et juste, j'ai fait exprès de ne pas rentrer beaucoup dans les détails ici. Mais si un jour vous voulez vraiment savoir comment on compte résoudre les problèmes, je peux faire des présentations beaucoup plus techniques. Bonjour Charles, c'est David Ajaj. Bonjour. Ouais. Merci beaucoup pour la présentation. C'était à la fois clair qui explique bien un peu quel va être ton programme de travail pendant ces quelques années. Alors, c'est ce que tu as présenté et finalement, même si je m'intéresse aussi à la notion de causalité assez loin de mes domaines de recherche, donc mes questions sont peut-être un petit peu pratiques et vont peut-être refléter le fait que j'ai pas forcément compris absolument tout ce que tu as présenté. Pour la première composante, donc si je comprends bien, hein, c'est euh, sans faire d'hypothèse particulière en dehors des hypothèses générales que tu as présentées pour tes méthodes,
euh, donner un jeu de données à ton algorithme et il en ressort un DAG, c'est ça? Et il ressort un graphe, oui. Un graphe. Pas nécessairement un DAG. D'accord. Ça peut être une abstraction. Et on va faire, je veux dire, on a besoin de faire des hypothèses, mais je cherche à trouver des hypothèses acceptables. Car les D'accord. hypothèses, pour l'instant, elles sont très fortes. Par contre, comme j'ai dit, quand on utilise des données de plusieurs environnements, on peut les réduire. Donc, on peut avoir des hypothèses moins fortes et peut-être, c'est ce que je souhaite, des hypothèses testables qu'on peut tester à partir des données. D'accord. Et est-ce que dans ces démarches, alors celles qui existent déjà ou celles que tu voulais développer, est-ce que on est obligé de partir euh, en faisant comme si on n'avait aucune connaissance préalable, ou alors est-ce qu'on peut, par exemple, dire, bah, voilà, dans telle ou telle pathologie ou dans tel domaine, on sait que telle flèche existe, on sait que telle flèche n'existe pas, ou alors on sait que les variables les plus importantes, c'est celle-ci et Mm. pas la couleur des cheveux des patients, si jamais on l'avait dans une base de données. Est-ce que c'est des choses qu'on peut forcer dans l'algorithme ou c'est quelque chose Oui, qui doit c'est être... quelque chose de très, très, très important et ça améliore beaucoup les résultats des algorithmes. Bien sûr, donc, tout ce que je peux avoir comme background knowledge, je le prends. Et en plus, j'ai pas marqué ça ici. Donc, donc, j'ai un peu pris les titres de chaque composante, mais dans chaque composante, il y a plus de choses que j'ai pas racontées ici. Donc, dans la première, je compte vraiment travailler sur la collaboration expert-algorithme. Et donc, je n'ai pas mentionné ça. Donc, tout d'abord, si je peux avoir des connaissances, je les prends. Mais deuxièmement, imaginons, j'ai pas de connaissances et c'est un domaine très, très large. Donc, une question qui se pose, est-ce qu'on peut utiliser d'autres méthodes d'intelligence artificielle pour lire rapidement des papiers et proposer à un expert une connaissance a priori et l'expert peut la valider ou pas. Et après, on donne ça à l'algorithme de découverte causale. Donc, ça sera plusieurs étapes de découverte. D'accord. Donc, on Très peut avoir bien. ça aussi. Et j'ai une deuxième question. C'est concernant la composante 2 de ton programme. Donc, je crois avoir à peu près compris l'objectif général. Je voulais juste, en fait, dans le set de variables à choisir, le plus optimal, Oui. c'est un, donc désolé encore une fois si la question est longue, est-ce que c'est un set de variables qui dépend de la méthode d'estimation qui sera utilisée après ou c'est quelque chose de totalement agnostique? C'est indépendant de la méthode. C'est D'accord, indépendant. C'est éprouvé. C'est vraiment cet ensemble optimal a des propriétés par exemple, OK, ici, pourquoi Z2 et Z3? C'est un cas très simple. Il y a des cas plus difficiles. Car en fait, si je conditionne sur Z2, c'est comme si je restreins la variance de Y et je restreins la variance des médiateurs. Et ça, normalement, donc en général, ça améliore la précision des méthodes statistiques. Par contre, si j'avais conditionné sur Z2, j'aurais euh, donc ajouté une restriction sur la variance de X et ça diminue la précision. Donc c'est très, très, très agnostique au modèle qu'on choisit. d'accord. Ben, merci beaucoup. Voilà, moi, j'ai plus de questions. Et, et, et je peux donner un article très, très accessible donc, il ne parle pas de l'ensemble optimal, mais sur quoi il faut ajuster pour améliorer ou pas la précision. Il s'appelle The Good and Bad Control. Euh, je vais vous l'envoyer tout à l'heure. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne ne lève la main ou ne souhaite s'exprimer? Bonjour, moi Florence Tubac. J'ai peut-être, Bonjour. je ne sais pas si ma caméra fonctionne. C'est pas vraiment une question, c'est pour la façon d'avancer ensemble. Parce que, enfin, d'abord, merci vraiment pour cette présentation et on est très heureux de t'accueillir au sein de l'IPLESP. Euh, on voit que tu es
sur l'inférence causale de manière très théorique aujourd'hui, et c'est bien, c'était bien le sujet de la chaire. Et j'ai l'impression, enfin, j'avais une question qui rejoignait un peu la première de David, qu'on n'a pas forcément la même façon de réfléchir à la mise en place de quelque chose de causal, entre autres parce que nous, on fait quand même des analyses qui sont plus appliquées. Et j'ai l'impression que pour arriver à bien voir les situations d'intérêt pour toi, pour avancer, pour illustrer finalement tes thématiques, ça pourrait vraiment être intéressant que d'une part, tu puisses nous présenter, mais c'est sans doute ce que tu as prévu hein, dans les séminaires qui vont venir, euh, des travaux plus précis que tu as menés avec des exemples et que nous, on puisse te présenter des questions Oui, pour lesquelles on souhaite faire de l'inférence causale en situation observationnelle et ce qu'on connaît donc justement des différentes relations. Et, euh, et c'est vrai que David a parlé des DAG, nous on a plus tendance à travailler en écrivant a priori le DAG de ce qu'on connaît, de ce qu'on veut estimer et s'en servir pour l'estimation de l'effet causal. Et puis toi, on voit que tu utilises des méthodes pour générer le DAG à partir des données, donc c'est une approche qui est quand même assez différente. oui, Pas juste, forcément le DAG d'ailleurs, c'est le graphe est-ce, causal. est-ce que je peux préciser quelque chose? Oui. Juste avant que vous continuiez, c'est donc un instant. Donc là, peut-être que c'était pas clair. Donc vous voyez, donc là, dans cette composante, on va travailler sur la découverte de graphes. Par contre, dans ces composantes, ça, là et là, on va pas nécessairement utiliser un graphe inféré. Si vous avez déjà un graphe, moi je le prends ici. En fait, Et j'ai, ça peut être intéressant de qu'on ait nous un graphe sur dire d'expert, oui, qu'on regarde le graphe inféré oui, et qu'on réfléchisse. C'est un peu ce que tu bien sûr. disais sur la Oui, relation avec les experts, c'est qu'on bien réfléchisse sûr, sur bien sûr. est-ce qu'il y a lieu d'améliorer le graphe qu'on propose nous Oui, et de voir l'impact que ça peut avoir sur les estimations ensuite. oui, je suis d'accord, totalement d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons qu'on ne fait pas l'exercice de collaboration. Donc, si ici, dans la partie, donc ici ou ici, si j'ai un graphe inféré d'un algorithme causal et un graphe que vous me donnez, moi, je vais utiliser le graphe que vous me donnez. J'ai beaucoup plus confiance à vos graphes qu'aux graphes inférés. Car encore une fois, pour l'instant, les hypothèses ici sont très fortes. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? oui, Donc, je c'est comprends. Je intéressant de comprends. collaborer, etc. Mais si j'ai que deux choix, ou utiliser l'algorithme ou un graphe que vous avez déjà, j'utiliserai ce que vous avez. Pour être... Si ce n'est que, comme tu disais en répondant à David, tu peux améliorer ton graphe inféré Oui, oui. avec ce Ça, qu'on oui. obtient. Donc la question, ça sera plutôt, est-ce que finalement, en combinant les deux approches, On peut avoir quelque on a chose de... quelque chose qui est finalement plus intéressant? Alors après, il faudrait définir ce qu'on appelle intéressant. Mm. Oui, oui, Euh, je suis d'accord. bon. Mais Et- tu vois, c'était dans l'idée que je suis pas sûre qu'en médecine, on ait aujourd'hui beaucoup de situations où on n'a aucune hypothèse hein, ou aucune donnée qui nous permette déjà de générer un biais. Enfin, tu vois, je vois pas la situation où on aurait besoin d'un graphe totalement inféré des données sans aucun a priori. Oui, Donc oui, oui, peut-être que la réflexion à la combinaison des deux approches peut être intéressante. oui, oui, c'est très intéressant et je suis d'accord, c'est très, très pertinent. Donc, encore une fois, là, je ne l'ai pas dit, mais dans le sujet que j'ai écrit ici, la connaissance a priori est vraiment fondamentale. D'accord. Et, Merci beaucoup et encore une fois, bienvenue. merci à vous. Et j'ai hâte de commencer le vendredi prochain. Merci Florence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi j'ai une question, même si j'en ai déjà posé beaucoup à Charles au cours de nos différents entretiens. C'est finalement le problème des grandes bases de données. C'est-à-dire que est-ce que ces techniques-là, en particulier de découverte de graphes ou de quantification du graphe optimal, enfin d'identification du graphe optimal, ça s'applique bien à des problèmes où il y a un nombre de variables absolument phénoménal, comme on peut les voir dans les grandes bases de données observationnelles. Est-ce que tu peux me donner un indice à quel point c'est grand? Combien de variables, par exemple? 4000, 4000. oui. Alors c'est Dans plus que l'IA, 4000. quand on dit Non, très mais tu grand, vois, c'est des milliards. Oui, j'aurais pu dire oui. 10 000, mais Non, voilà, mais j'ai dit 4000.
Non, je pense, oui, la difficulté ici, donc on n'aura pas vraiment de difficulté ici et ici en termes d'identification, donc en termes d'identifier l'ensemble optimal. Mais bien sûr, dans la partie estimation, on aura quelques difficultés ici, mais il y a des méthodes qui existent comme Double Machine Learning. Il existe des méthodes où quand la dimension de l'ensemble d'ajustements est très grand, on peut les utiliser. Et donc, je l'ai utilisé plusieurs fois et ça marche vraiment bien. Par contre, le problème, c'est surtout là. Il y a des méthodes qui existent pour, je vais dire, des centaines et des centaines des milliers de variables. Par contre, c'est les méthodes euh, de la découverte causale très classiques avec les hypothèses très fortes. Par contre, les nouvelles méthodes fédérées, c'est des méthodes qui s'appliquent à, je ne sais pas, 100 variables pour l'instant. Et bien sûr, dans ces travaux, on va aller plus loin pour permettre donc d'optimiser ces algorithmes pour aller à des milliers de variables. C'est peut-être la partie que j'ai le moins bien compris, malgré toute cette partie-là. Et Et donc, ici, si je devais transposer un domaine d'application de cette partie fédérative ou oui, fédérée, est-ce que par exemple, parce que j'imagine la structure des données doit être un petit peu semblable dans les différentes bases qui sont étudiées. Et oui, donc, est-ce que typiquement, ça s'applique pour des données issues d'entrepôts de données hospitaliers ou globalement, c'est du dossier de patient informatisé qui est un petit peu toujours structuré, pour peu qu'on utilise des standards communs, c'est le cas, de la même manière dans différents hôpitaux. Et donc, l'idée, ça serait, par exemple, de rendre possible la capacité d'exploiter des données de différents entrepôts sans, bien sûr, les centraliser sur un seul et oui, même serveur, oui. du coup de générer des hypothèses à partir de données en travaillant sur chaque base hospitalière. Enfin, est-ce que tu pourrais Oui, élaborer un peu dans ce oui. domaine? Donc, on va pas générer des hypothèses. On veut étudier s'il existe des hypothèses testables, pas fortes, qui permettent de garantir l'identifiabilité du graphe. OK? Donc, on sait que ce n'est pas possible si on travaille sur des données provenant donc d'un hôpital, mais de plusieurs hôpitaux, c'était montré que c'est possible. Et donc, maintenant, Mais pour- en quoi ça facilite les choses? C'est ça que moi je n'ai pas compris. Parce que habituellement, d'une façon ou d'une autre, ce qu'on cherche à faire, c'est à tirer, disons, des hypothèses de l'ensemble des données disponibles. En quoi le oui, fait qu'on dit qu'elles sont structurées en trois au lieu de dire qu'elles sont structurées globalement, en quoi ça aide? C'est ça que je n'ai oui, pas compris. car en fait, on suppose que chaque environnement a une différence par rapport Il y aura toujours, Mais en pas toujours, santé, mais ça paraît peu prosable parce que ce qu'on cherche au contraire, c'est des déterminants qui seraient valables pour tout le monde. Donc c'est ça dont je vois mal par l'application exemple, en santé. par exemple, imagine dans cet hôpital, on a un biais de sélection et on a des gens âgés, beaucoup de gens âgés. Donc, il y a un biais naturel. Donc, d'habitude, on ne veut pas de biais de sélection, mais c'était montré que les biais de sélection, les problèmes, les interventions qu'on a eues dans cet hôpital, mais qu'on n'a pas eu dans cet hôpital. Donc, imagine là, ils ont eu un problème de maintenance. Je ne sais pas, n'importe quel problème qu'il y a eu ici, mais pas ici, en fait, ça aide d'inférer des relations causales. C'est ça ce qui a été montré. Après, bien sûr, On il voit, faut quand même, étudier. j'ai du mal à voir en pratique en santé. Je comprends bien le côté qu'il y a des case mix différents dans les différents hôpitaux, mais ce qu'on cherche à la fin, c'est quand même bien d'avoir des déterminants généraux finalement. Donc, euh, donc, euh, donc j'ai un peu du mal à voir comment ça aide. Je, je veux dire, pour l'instant, le meilleur exemple, bien sûr, je dois étudier de plus près, mais pour l'instant, le meilleur exemple que je peux voir, c'est vraiment l'âge. Donc, imaginons un hôpital avec un biais de sélection et un autre plus général où il accueille tout type de... donc, peut-être ça n'existe pas, mais c'est un exemple que j'ai lu dans un papier. Et à partir de là, ils sont capables... Donc, vous savez que... non, peut-être vous ne savez pas, car la découverte causale, ce n'est pas quelque chose de très connu dans la santé.
mais en fait, l'hypothèse de fidélité, elle est surtout importante pour orienter les colliders. Et du coup, il y a d'autres règles qui sortent pour l'orientation basées sur le biais de sélection sans aucune hypothèse. Vous voyez, donc est-ce que on peut trouver ce genre de cas? Ben, c'est à étudier. Mais il faudra, c'est Maintenant, ça reste. important, Charles, que tu circules le papier, même si on est capable de le lire, Oui, que tu cites, parce je peux l'envoyer, je peux qu'on l'envoyer. est tous préoccupés malgré tout par ce que tu Hmm, évoques, c'est-à-dire le fait de surajuster potentiellement sur des colliders dont on sait que ça ouvre des portes cachées, etc. Bref, on sait qu'il y a des problèmes dans pas mal d'analyses qui sont liées à ces colliders lorsque l'on ajuste sur ces colliders. Et donc typiquement, voilà, là, ça peut nous parler plus d'une certaine manière que le fait qu'il y ait des biais de sélection. Bien entendu, quand on poule les données, comme le disait Dominique Costagliola, l'idée, c'est d'avoir un résultat qui s'applique à tous. Donc, hmm, quelque part, c'est d'inférer des règles qui sont générales au travers des différents hôpitaux, par exemple, même s'il y a des biais hmm, de sélection dans certains hôpitaux. Et là, il y a des techniques de pooling aussi qu'on utilise régulièrement pour pouvoir faire les analyses et tenir compte de ces biais de sélection potentiels. Ça peut être des pondérations, des facteurs aléatoires, je ne sais quoi. En tout cas, en biostat, on sait hmm, faire ça, quoi, voilà. Mais là, hmm. l'exemple, c'est important d'arriver à le contextualiser dans une problématique qui nous parle. Parce que là, c'est vrai que pour moi, c'est plus compliqué aussi de comprendre ce que tu dis. Les deux autres points me semblent plus clairs, Oui, même si, alors pour la route cause, j'avais une autre question. oui, Est-ce que ça peut je le fais. s'appliquer à des données de surveillance, typiquement? C'est-à-dire, on détecte, parce que là, l'exemple que tu donnes, c'est plutôt du monitoring de patients. Donc là, Oui, on comprend bien que oui, il y a un paramètre physique qui commence à pas aller. Et en général, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et on aimerait savoir lequel est un peu la cause des perturbations des autres. OK. oui, Mais sur des données de surveillance, comme on en recueille dans l'unité, où on a des séries temporelles finalement de déclarations de cas, etc. Si on a, je vais prendre deux exemples, hein. On a les épidémies, donc avec des consultations en médecine générale pour infection respiratoire aiguë. Donc on a des données agrégées chaque semaine. Et puis voilà, on sait qu'il y a un moment, ça va augmenter parce qu'on va passer à un régime de génération de données qui est épidémique. Et à côté de ça, on peut avoir des consommations de médicaments et qui n'ont rien à voir avec les infections respiratoires. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est vraiment un exemple très théorique, mais c'est est-ce qu'il peut y avoir un lien de causalité entre ces deux événements? Et est-ce que oui. ça permettrait éventuellement d'identifier ce lien de causalité, ce type de technique d'analyse des causes racines? Moi, je pense oui. Et en fait, en discutant ensemble, c'est pour cela on va vers ce deuxième framework, car j'ai eu l'impression, à partir des données de surveillance, c'est très important de prendre en compte les événements. Pas que, donc, je pense oui, ça s'applique, mais il y a des cas où ça ne s'applique pas, car parfois, il y a un événement qui arrive et il déclenche quelque chose. Et donc, cette proposition d'avoir un nouveau framework, c'est vraiment, on l'a ajouté pour les données de surveillance. Donc, ma réponse est oui. Je veux dire, en tenant compte de nos discussions, je pense que on peut l'appliquer, mais bien sûr, j'ai besoin d'étudier de plus près ces données. Oui, il y a des hypothèses dernières, de la construction et plein, plein, plein de choses. Alors, il y a Benjamin Glémin qui a une question. Vas-y, Benjamin. Bonjour. Euh, Lors d'un autre séminaire d'inférence causale qu'on a eu à l'IPLESP, c'était donné par Émilie Lannoy, il y a Mm. une question un peu inverse à celle de Madame Toubac qui a été posée, puisque Madame Toubac, là, vous disait, souvent en médecine, on connaît si A cause B ou B cause A, en gros. La question qui avait été posée à Émilie Lannoy, c'était donc très appliqué, c'était l'inverse. C'est chez les personnes dépressives, est-ce que, par exemple, c'est l'exercice physique qui cause l'état dépressif? C'est-à-dire, on va dire, si quelqu'un voilà, fait des promenades à de l'exercice physique, est-ce que ça
a une influence sur son état dépressif, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est son état dépressif qui aura une influence sur son exercice physique? Et donc, c'était un reproche un petit peu pour dire, bon, bah, parfois, le DAG est pas si simple que ça, ou on peut pas savoir ce qui influence quoi. Alors, on peut se dire que peut-être la question était pas si bien posée que ça, qu'en fait, bah, l'exercice physique à un certain jour va causer l'état dépressif du lendemain, et que on peut, à l'inverse, l'état dépressif d'un certain jour aussi peut avoir une influence sur l'exercice physique du lendemain. Donc il y a peut-être une notion de boucle, voilà, sur le premier composant. Et je voulais savoir, plutôt que de représenter comme en haut à gauche sur la votre diapo quelque chose de très complexe où finalement on va rentrer dans des détails, est-ce qu'il y a pour ce genre de problème très pratique pareil, de suivi au cours du temps, des abstractions ou des choses que vous pourriez proposer pour répondre aux problèmes d'une façon, on va dire, de plus haut niveau que juste aller regarder J1 versus J2, etc., etc. Merci. Ok, non, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais d'après ce que j'ai compris, c'est exactement ce que je veux faire. En fait, ce que je propose, de ne plus travailler sur ce genre de choses et travailler sur ça. Moi, je propose de travailler sur des abstractions. Et là, vous voyez, donc, l'histoire que vous venez de raconter, moi, je peux la dessiner avec une feedback loop comme ça. On est d'accord, n'est-ce pas? Par contre, le problème, c'est que Tout à l'heure. est-ce que quelqu'un a parlé ou non? Ok, je continue. Donc, ce que je disais, l'histoire que vous venez de raconter, je peux le représenter avec un summary code graph ou une abstraction. Le problème, c'est que on n'a pas beaucoup de méthodes sur les abstractions. Et du coup, ce que je propose dans cette chaire, c'est vraiment d'aller à une théorie presque, donc peut-être pas seulement dans cette chaire, même dans les années qui vont venir après. Mon but, c'est d'avoir une théorie complète d'inférence causale pour les abstractions. Moi, je pense que les abstractions sont très importantes en pratique. En tout cas, dans les domaines où j'ai déjà travaillé, j'ai jamais pu parler avec des experts qui me donnent exactement le temps, le délai. Donc oui, ils me disent, mais ça cause ça. Mais après, un autre jour, ils me disent, mais attendez, mais ça aussi peut causer celle-là. Et du coup, comment on résout ce problème? Je veux dire, bien sûr, on peut aller dans la finesse et avoir des petites conditions où ça cause ça, où ça cause ça. Mais aussi, on peut aller dans l'autre sens et ça, c'est l'abstraction. Et c'est mon, je veux dire, c'est l'objectif de ma recherche pendant les années qui vont venir, pas que dans la chaire. Est-ce que Merci. j'ai répondu à votre question? Est-ce Oui, que oui, tout à c'est... fait, merci. Oui, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc la première réunion, elle sera quand? Je pense avril, car pourquoi pas en mars? Je veux dire pourquoi. Car je pense, j'ai besoin d'apprendre votre langage. Je pense que c'est très important. Je pense que c'est très important. On Et va y donc, le arriver. premier mois, c'est un exercice pour moi de faire cet effort. Et je vais lire plein de papiers d'épidémiologie. J'ai déjà lu quelques-uns. Donc, je vais discuter avec vous individuellement. Mais je pense un mois, c'est bien pour moi pour Bien arriver sûr, bien à sûr. Mais Charles, je t'encourage à faire circuler les dates très très vite. les dates. Oui, OK. Oui. De telle sorte que voilà, parce que nos agendas sont très très pleins, mais comme partout. Mais voilà, c'est juste. Oui, Voilà. très bien. On peut, donc, comme vous, si vous voulez, on peut, là, si vous avez une idée pour la plupart, moi, je suis, Non, non, parce que là, on est très oui, nombreux, enfin, on est assez nombreux, et je pense que des personnes qui souhaiteraient aussi être à ces réunions n'ont pas pu assister parce que c'est une période de congé cette semaine. Donc, le mieux, c'est que tu fixes les dates toi-même, et puis on est-ce viendra. que, Voilà. est-ce que ça vous va si j'envoie un doodle? Je propose plusieurs dates et vous Ah, votez, non? c'est pas le lieu de cette. Enfin, je pense que c'est pas ici qu'il faut en discuter, mais personnellement, je pense pas que ce soit comme ça qu'il OK, faut faire parce qu'on n'y arrivera jamais. OK, OK. Il vaut mieux dire je ferai des réunions régulières tous les troisièmes OK, mercredis OK, très bien, du mois, très bien, très entre bien. Je 16 heures ferai et comme ça. 19 heures. Ben voilà. OK, très bien. Bien, ben, en tout cas, merci beaucoup pour ton exposé. Ça nous apprend autant que ça nous intrigue, comme tu le sais. Mais
comme tu le dis, il va falloir qu'on fasse aussi l'effort de venir vers toi et je crois qu'il y a des vraies envies, en tout cas de beaucoup d'entre nous, de te mettre à contribution sur des réflexions en termes de causalité et la façon de traiter nos données. Mhm. Donc, à très bientôt et merci pour ton topo. Donc, on le mettra sur la chaîne YouTube de l'université. Et puis, à très bientôt, puisque mon arrivée, c'est le 1er mars. Merci beaucoup et j'ai hâte de commencer, encore une fois. Merci, au revoir. Au revoir.